C'était un test un peu unique. En tout cas, j'en ai pas eu d'autres similaires dans les précédents que j'ai passés. C'est un test qui n'est pas évident. En général, c'est là où on filtre le plus de candidats. Techniquement, c'est un challenge. En machine learning, on va beaucoup travailler la donnée. En termes de rémunération, la fourchette, elle se situe, je dirais, entre Les amis, on se retrouve dans un nouvel épisode de la série Une journée avec un dev et aujourd'hui on est dans les bureaux d'une startup que vous allez adorer puisqu'on est chez Yubo, une app mobile de social discovery qui a plus de 75 millions d'inscrits un peu partout dans le monde, principalement aux États-Unis, au UK ou en France. Donc forcément ça pose plein de challenges techniques hyper intéressants en tant que dev. Dans cet épisode on va parler d'IA, de machine learning ou encore des enjeux de la sécurité quand on développe une application sociale. Moi c'est Arthur, je suis CTO et cofondateur chez Yubo. Je m'occupe de tout le management de la partie tech. Moi c'est Samy, je suis développeur Android chez Yubo depuis maintenant une année. Et je travaille principalement sur les performances de l'application mobile. Bonjour, je m'appelle Vincent, je suis machine learning engineer chez Yubo et je travaille sur des technologies d'intelligence artificielle appliquées pour la safety des utilisateurs. Je travaille également sur la recommandation. Moi je m'appelle Timothée, je suis développeur back-end chez Yubo, sur la partie back-end applicatif. Je m'occupe de toute la logique qui est exécutée au niveau du serveur qui est exposé directement à l'application. J'ai rejoint Yubo parce que je cherchais des challenges techniques et jusqu'à présent je suis plutôt satisfait. Les challenges c'est pas ce qui manque ici chez Yubo. Yubo, c'est une application qu'on qualifierait de social discovery. Donc en français, ça serait découverte sociale. L'idée, c'est de d'avoir un maximum d'interactions sur l'application. On peut faire des interactions par un système, par exemple, de carrousel. On peut rechercher des users par centre d'intérêt et on peut directement aussi également interagir avec d'autres utilisateurs à travers les live streams. L'objectif c'est vraiment de rencontrer de nouvelles personnes. Les fonctionnalités sont mises en avant pour ça. Ce qui nous différencie c'est que les lives c'est des lives qui sont publics. N'importe qui peut créer des lives qui sont visibles par n'importe qui d'autre dans l'application et comme ça commencer à se taper la discute avec des gens et rencontrer des gens inconnus et potentiellement faire des amis. Après dans l'application on peut discuter. Donc il y a un chat, on peut s'envoyer des messages audio, des images, des gifs. On a 5 valeurs chez Yubo qui représentent la façon dont on travaille. La première, ça va être la vélocité. L'idée, c'est d'aller vite et de pouvoir produire des fonctionnalités sur l'application et des améliorations assez rapidement. La deuxième, ça va être l'excellence. Donc l'excellence, pour nous, c'est plus un mindset. Il ne s'agit pas d'être perfectionniste, mais il s'agit dans certaines circonstances, de faire le meilleur de ce qu'on peut faire. Ensuite, on a une autre valeur qui est celle du team player. On fait attention à ce qu'on puisse travailler en équipe. On essaie de mettre en place les bons process, de faire évoluer les personnes dans l'entreprise pour qu'on puisse travailler mieux ensemble. La quatrième valeur, c'est l'esprit de hacker. Donc vraiment arriver avec des problèmes très complexes, à essayer de s'en sortir, de se débrouiller, d'aller chercher des solutions à droite à gauche. Et la dernière valeur, c'est le leadership, pouvoir inspirer les autres, les faire grandir, leur transmettre nos connaissances. La safety, c'est un sujet important chez Yubo. On a toute une équipe de safety et aussi on a une équipe de modération qui va vérifier que tout se passe bien sur la plateforme. On a tout un système d'edge-gate, c'est-à-dire qu'en fait on se débrouille pour mettre en interaction des utilisateurs qui ont le même âge. Après on pourrait se dire ouais mais du coup c'est facile, on peut mentir sur son âge. Et non parce qu'on a aussi tout un système qui va permettre de vérifier l'âge de l'utilisateur. Donc l'utilisateur quand il s'inscrit, une des premières choses qu'on lui demande c'est de se filmer en vidéo et comme ça du coup on analyse son visage et on a des algos qui permettent d'estimer son âge et de vérifier qu'il n'est pas en train de mentir. Le métier de développeur, c'est un métier qui est assez vaste. Le code, ça fait partie c'est quand même une grande partie de ce qu'on fait, mais on fait pas que ça. Notamment quand on développe des nouvelles features, il y a toute une partie communication avec l'équipe produit, comprendre un peu c'est quoi leurs besoins, comment est-ce qu'ils veulent qu'on implémente. On va un peu réfléchir à la meilleure solution technique pour implémenter le truc, potentiellement faire des compromis s'il y a des choses qui sont un peu plus compliquées. En tant que développeur back-end, je suis beaucoup en communication avec les développeurs mobiles. Une application, ça grossit au fil du temps. Au début, c'est super simple, ça a un écran, 2 écrans. Plus on rajoute des fonctionnalités, plus on programme des choses, plus
plus ça devient complexe. Et le plus gros challenge, c'est faire en sorte que tout marche bien ensemble. Ce qu'on ajoute de nouveau marche, mais aussi qu'on ne casse pas ce qui était déjà là et que ça marche chez tout le monde, quel que soit le téléphone Android. Donc ça, c'est le plus gros challenge. Après, il y a aussi toute une partie investigation, c'est-à-dire que quand il y a des problèmes sur l'application, faut un petit peu aller regarder les métriques, aller regarder les différents dashboards. On a plein de dashboards comme ça qui remontent toutes les requêtes en temps réel, c'est quoi les erreurs, tout ça. Au final, moi, au quotidien, je passe plus de temps à lire du code qu'à en écrire. Le métier de développeur, c'est un métier où on cherche à résoudre des problèmes, principalement. Et le code est un aspect de la résolution de problèmes, mais c'est pas le seul. L'IA, c'est un domaine qui a explosé ces derniers temps. Donc, il y a beaucoup de technos qui sortent chaque mois, chaque semaine. Il y a aussi un travail d'être à jour sur cette techno et voir quelle techno peut être appliquée à nos données et à nos cas d'usage. Après, il y a la partie code classique comme un développeur. Il y a beaucoup de meetings pour relever les problématiques, que ce soit business, mais aussi pour s'assurer de la bonne qualité du code. Le langage principal, ça va être le Python, je dirais 90-95%. Et à l'intérieur de Python, on va utiliser des librairies assez classiques de la data science comme NumPy, Pandas. Par rapport à l'intelligence artificielle, on va utiliser PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn. Pour visualiser les données, on va utiliser Matplotlib, avoir des petits graphiques assez simples pour vraiment visualiser tout ce qui se passe. Et le 5-10% qui reste, ça va être SQL, travailler avec les données. J'ai besoin aussi de lire un petit peu de Node.js pour interagir avec le back-end. Alors le back-end chez Yubo, c'est essentiellement du Node.js, donc du JavaScript et un peu de TypeScript. On essaie de plus en plus de migrer vers du TypeScript parce que c'est un langage qui est un peu plus robuste. On a aussi quelques services dans d'autres langages. On a du Java, on a du Go, on a du C++, même si au quotidien, c'est pas trop sur ces parties-là que je suis amené à travailler. Sur les bases de données, on a du Mongo, on a du Elasticsearch, on a du Couchbase, on a du Bigtable, on a du Postgre, on a du Redis, enfin voilà, donc c'est beaucoup de technos différentes et chaque base de données va avoir ses avantages et ses inconvénients. Il faut savoir laquelle utiliser pour le bon use case. En dehors de ça, on a pas mal de technos pour tout ce qui est event-driven, donc on a du NATS et du Kafka essentiellement pour tout ce qui est event-driven, c'est-à-dire vu qu'on a beaucoup de services différents et qu'il faut que ces services y communiquent entre eux, on fonctionne beaucoup par des systèmes d'événements. Par exemple, je sais pas, un utilisateur qui ajoute une photo sur son profil, ça va émettre un événement et derrière n'importe quel service peut écouter cet événement. Donc on parlait de la modération tout à l'heure, on a un service de modération qui va écouter cet événement d'ajout de photo pour vérifier que la photo est bien appropriée et si elle l'est pas, faire les actions nécessaires. Toutes ces technos sont hébergés sur GCP, donc le cloud de Google. On utilise quasi exclusivement Kubernetes, qui est une techno qui permet de gérer la partie déploiement, de dire sur quel type de machine on veut exécuter le service, quelles ressources on va allouer à chacune de ces machines, comment on va gérer l'auto-scaling, c'est-à-dire comment s'adapter aux montées en charge quand il y a des pics de charge. Pour la partie déploiement, on utilise aussi Argo, qui est donc un outil qui permet de faire des workflows de déploiement. On va pouvoir définir des choses comme par exemple si je pousse du code sur la branche de staging, ça déploie en staging, donc dans l'environnement de test. Si je pousse sur master, ça va déployer en prod. Et puis ensuite, on peut sur Argo CI suivre le déploiement. S'il y a des déploiements qui se passent mal, on peut aussi rollback, donc revenir en arrière. On a aussi des technos pour tout ce qui est monitoring. On fait beaucoup de monitoring chez Yubo, justement vérifier que tout ce qu'on déploie se passe bien. Dès qu'on a des problèmes, je sais pas, des pics d'erreur par exemple, ou une machine qui utilise plus de ressources que ça devrait, ça va envoyer une alerte par Slack. On utilise des technos pour ça, notamment Datadog et aussi Grafana pour stocker des logs un peu plus bas niveau et pouvoir nous aider à investiguer. Chez Yubo, on a la chance d'avoir un design system, donc un langage de communication entre les développeurs et les designers pour qu'on parle bien de la même chose, que ce soit dans les outils de design, donc Figma, et dans le code source, donc on utilise les mêmes noms. Concernant l'ajout de nouvelles fonctionnalités, il y a un processus qui est vraiment très clair. Le produit a un besoin qui peut être remonté par l'équipe développement. On peut dire tiens, notre objectif ce semestre c'est ça, donc cette fonctionnalité, ça serait bien de l'ajouter dans l'application. Donc sur ça, on crée un ticket sur Notion. Après quoi, une fois que n'importe qui dans l'entreprise ait donné son idée, donc elle va être traitée par le C-level et les managers. Ils vont l'évaluer, voir si elle est simple, difficile d'implémentation, ou est-ce qu'elle correspond vraiment à nos objectifs ou pas. Et si jamais elle est sélectionnée, après elle sera priorisée. Après, une fois qu'elle est priorisée, donc on a un meeting, un kick-off, où les designers en amont ont préparé un peu le visuel de la nouvelle fonctionnalité, qu'est-ce que ça a changé dans l'app, quel écran ça va impacter. Et à ce moment-là, on a une présentation sur un PowerPoint, on a un PowerPoint associé, et sur le PowerPoint, il y a à la fois les designs, donc les écrans, les mock-ups, et du texte à côté qui nous explique les différents cas. On a aussi les cas limites. Et à la suite de ce kick-off, donc on va commencer à travailler sur la fonctionnalité. En général, c'est un développeur Android qui prend le sujet. Après quoi, on a la phase de
de développement. Et une fois que c'est fini, on l'envoie à la fois en QA, donc du testing manuel pour la plupart du temps, qui va vérifier que la fonctionnalité qu'on a développée dans l'application correspond à ce qu'il y a dans les slides qui ont été présentés. Aussi, on fait une phase de pixel perfect, donc c'est ces côtés design qui vont vérifier que ce qu'on a implémenté, visuellement, ça correspond à leurs spécifications. Et puis à la suite de ça, donc une fois que la feature est disponible au grand public, on analyse. On fait beaucoup d'A/B testing. A/B testing, c'est que la fonctionnalité, on ne va pas la déployer à 100% des utilisateurs. Donc on va avoir au minima 2 catégories. Donc la catégorie des utilisateurs qui n'ont pas la fonctionnalité, donc le contrôle, et une catégorie d'utilisateurs qui a la fonctionnalité, la nouvelle. Et on va comparer leur comportement et voir si vraiment cette fonctionnalité ajoute quelque chose ou pas à l'expérience, si elle est appréciée des utilisateurs, et si c'est pas le cas, on l'enlève si elle est négative pour nos utilisateurs. Toutes les journées chez Youbo vont commencer par le daily meeting. C'est une réunion où chacun va faire un résumé de ce qu'il a fait la veille, de sur quoi il va bosser aujourd'hui et de s'il y a des points de blocage. Ça permet de réfléchir à des solutions, puis potentiellement de dire moi je peux peut-être t'aider sur cette partie-là. C'est une espèce de réunion assez courte qui dure en général entre 15 et 30 minutes. On essaie de faire en sorte que ça dure pas trop. Donc moi j'essaie de venir par exemple à 9h. Du coup entre 9h et 9h30, je vais beaucoup regarder les graphes, ce qu'on a mis en production la veille, regarder à peu près s'il y a des anomalies, s'assurer que tout fonctionne, regarder un peu les tâches à faire, donc 30 minutes un peu de préparation de la journée. Ensuite on fait le daily 9h30. Après à 10h, entre 10h et 12h30, 2 heures où je vais essayer de faire la partie la plus importante du projet. Parfois on a d'autres réunions, sinon on va bosser sur les sujets sur lesquels on est. Donc parfois on va bosser sur des features, parfois on va bosser sur des investigations de problèmes, sur des corrections de bugs, parfois on va faire de la review, enfin ça dépend vraiment de sur quel sujet on est. Par exemple aujourd'hui j'ai une réunion avec mon manager là, Weekly One-to-One ça s'appelle, où ça permet de discuter, faire un bilan de ce qui s'est passé sur la dernière semaine. Si on démarre une nouvelle feature, on a aussi une réunion de kick-off de la feature, où on discute avec le produit de qu'est-ce qu'ils veulent qu'on implémente, et du coup ça permet un peu de poser des questions sur ce qu'ils veulent et potentiellement à réfléchir à la meilleure solution pour ce qu'on va implémenter. Du coup on va faire notre one-to-one avec Timothée, ce qu'on fait toutes les semaines, pour parler de ce qui va moins bien, des évolutions d'un point de vue humain, d'un point de vue projet. Puis comme ça on peut faire avancer les choses et puis que tout le monde soit bien dans sa vie chez Youbo. Sinon, en général aussi, j'ai du code de prêt qui a été codé la veille, et le matin, c'est le meilleur moment pour mettre en prod. Et parce que en fait, s'il y a un souci dans le code, on a toute la journée pour le regarder. Et aussi, par rapport à nos utilisateurs, faut savoir que nos utilisateurs sont principalement basés aux États-Unis, et du coup, c'est là où il y a le pic d'utilisateurs est le moins élevé, et du coup, il y a moins de risques à le mettre à ce moment-là. Ensuite, je reprends en général vers 14h. 14h, normalement, je continue un peu sur la tâche principale jusqu'à 16h. Du coup, je fais entre guillemets 4 heures un peu de travail un peu intensif sur le projet principal. Et ensuite, 2 heures à la fin de la journée pour vraiment faire les petites tâches, débugger des petits problèmes qui sont pas prioritaires mais qu'il faut dépiler. Il y a vraiment ce travail de maintenance qui est fait, on va dire, à la fin de la journée. L'organisation à Youbo est assez plate. Donc, moi, je suis dans l'équipe mobile. Donc, on a 7 développeurs mobiles, 3 iOS et 4 Android. On a un manager et ce manager répond directement au CTO qui est en dessous du CEO. Donc par rapport à ce que j'ai pu connaître, c'est une organisation qui est assez simple. On a beaucoup d'équipes différentes. On a une équipe back-end applicatif, donc c'est l'équipe dans laquelle je suis. Une équipe back-end core, c'est ceux qui gèrent surtout la partie live de l'application. On a une équipe data eng, une équipe DevOps, une équipe machine learning, une équipe safety. Donc voilà, on a vraiment beaucoup d'équipes différentes. On pourrait croire que du coup ça pose des problèmes parce que du coup ça fait beaucoup d'équipes qui sont silotées, mais au final c'est pas tant un problème. Déjà c'est bien parce que ça nous permet d'être efficace parce que chacun a vraiment son scope et est vraiment expert de son sujet, et ça pose pas tant de problèmes de communication parce que au final les échanges sont assez fluides entre les différentes équipes.
Pour devenir machine learning engineer chez Yubo, j'ai fait un bac S et ensuite j'ai fait le concours GP Polytech. Du coup, c'est un réseau d'écoles d'ingénieurs publics. J'ai fait la prépa intégrée chez eux et ensuite j'ai intégré leur école d'ingénieurs où on peut se spécialiser dès la première année. Du coup, je me suis spécialisé en mathématiques appliquées et en informatique. Cette formation m'a permis aussi de faire 3 stages. Du coup, j'ai fait 3 stages dans le domaine de l'IA appliqué à l'image. Le premier stage était chez Thales. Du coup, en première année, j'ai fait de la recherche un peu bibliographique sur la détection d'objets dans les images. C'était 2 mois, ça m'a permis d'avoir une première expérience dans le domaine de l'IA. Ensuite, j'ai fait un stage chez Amazon où là, il fallait trier des photos de produits et d'assurer la qualité des photos qui sont display sur une certaine application de Amazon. Mon 3e stage était chez Mythic où j'ai travaillé sur les photos de profil, faire de la recherche sur ce qu'on pouvait extraire de la photo de profil, par exemple les intérêts des utilisateurs, si elle aime bien aller par exemple à la montagne, à la plage, ce genre de choses, est-ce que ça peut aider pour faire de la recommandation sur cette app de dating. J'ai toujours su que je voulais faire de l'informatique. Donc après le bac, je me suis dirigé vers une école d'ingénieur en informatique. C'est après avoir eu mon diplôme que je me suis vraiment posé les questions, qu'est-ce que je vais faire maintenant, parce que l'informatique c'est assez large. Je suis allé sur un site qui listait les jobs, un job board, et du coup j'ai retenu le développement mobile. La communauté était intéressante, j'étais allé à des meet-up, je me suis bien entendu avec les gens, j'ai regardé des conférences et ça m'a botté. Donc je me suis un peu auto-formé tout seul sur Android. Bon, j'étais déjà ingénieur, c'était pas très compliqué, je savais développer. Très vite, au bout de quelques mois, j'ai trouvé un premier poste dans une petite ESN. Je suis pas resté longtemps. Au bout d'un moment, ils n'avaient pas de boulot pour moi. J'ai beaucoup appris pendant cette période-là. Voilà, j'ai été contacté pour travailler sur une application en Kotlin, donc c'était le truc waouh du moment. Donc je pouvais pas refuser. Là, je rejoins ODrive. C'est une entreprise de stockage dans le cloud qui a comme principaux clients les grandes entreprises du CAC 40 français. Du coup, c'était pour travailler sur une application de fichiers dans le cloud. Donc fonctionnalité assez standard. J'ai passé 2 ans là-bas. À l'époque, j'utilisais un gestionnaire de mots de passe qui s'appelait Dashlane. Et justement, ils recrutaient, donc j'ai postulé et ils m'ont pris. Bon, au bout de 4 ans chez Dashlane, je pensais que j'avais fait le tour d'un point de vue technique. Donc le recrutement, ça se fait passer en plusieurs étapes. La première étape, c'est un échange avec Anita, donc la recruteuse. C'est un échange un peu informel dans lequel on va discuter un peu plus du fit. Donc à la fois le fit au niveau de la boîte, est-ce que mon profil correspond à ce que la boîte recherche, et dans l'autre sens, est-ce que moi, la boîte correspond à ce que je recherche. Donc voilà, c'est un premier échange. Ensuite, j'ai eu un deuxième échange avec quelqu'un de l'équipe back-end, où cette fois-ci, on va essayer de valider le fit, mais un peu plus technique, un peu plus détaillé. Donc il va poser des questions sur quel type de projet j'étais amené à bosser, quel type de projet je recherche. Il va un peu présenter sur quel type de projet on bosse chez Yubo. Suite à ça, on a eu un test technique. C'est la partie un peu plus exigeante chez Yubo. C'est un test qui est pas évident. En général, c'est là où on filtre le plus de candidats. Et suite à ça, après, j'ai eu 2 autres échanges, un avec le CTO et un avec le CEO. Là, c'est plus des échanges où ils vont parler de la vision de la boîte. Et ça me permet aussi, moi, de poser toutes les questions que j'ai sur la boîte et sur le produit en général. Chez Yubo, on prend très rarement des développeurs juniors. On cherche surtout des développeurs avec de l'expérience. C'est un peu le mindset de la boîte ici, c'est d'avoir des gens qui peuvent tout de suite être efficaces sur les projets. En termes de rémunération, la fourchette, elle se situe, je dirais, entre 60 et 80K, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus pour les vraiment confirmés. Je dirais 60-90K à la limite pour rester là. Alors, je précise, comme j'ai discuté avec pas mal de développeurs dans différentes équipes, que les salaires qui sont donnés ici sont à titre indicatif et sont en fonction du niveau de seniorité. Et surtout, on a pas mal d'avantages à côté de ça. Le pass Navigo remboursé à 100%, la mutuelle remboursée à 100%, les tickets resto, les BSPCE. Pour ceux qui ont des enfants, on propose d'offrir des places sans crèche. Oui, sinon, moi, je fais de l'astreinte. Dès qu'il y a des problèmes critiques dans l'application, je dois pouvoir intervenir rapidement dessus. À ce package fixe, il y a une partie variable qui peut se rajouter, et donc qui fait qu'on est quand même plutôt bien rémunéré chez Yubo.
Yubo, c'est une boîte plutôt cool pour pas mal de raisons. La première raison, si je devais résumer ça en une phrase, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être dans une boîte tech. Il y a vraiment beaucoup de challenges techniques chez Yubo, du fait qu'on a beaucoup de trafic, on a beaucoup d'enjeux de scalabilité, pas mal de techno aussi modernes, en termes de base de données, en termes d'event-driven. Yubo, c'est vraiment une boîte top. Pour moi qui adore la tech, c'est vraiment cool, je me sens vraiment dans mon élément et clairement, je m'ennuie pas. Ce que j'aime beaucoup chez Yubo, c'est vraiment le travail sur la donnée. Il y a énormément de données. On nous met aussi beaucoup de ressources pour traiter ces données. Je dirais aussi l'ownership. Donc on se sent vraiment proche du produit. On sent un peu que lorsque tu déploies une nouvelle feature, c'est un peu ta feature à toi. Tu es assez proche du produit. Les collègues sont super cool. C'est vraiment agréable de travailler ici. Ce qui m'a intéressé à Yubo, c'était le challenge des performances. Et on ne fait pas des performances pour faire de la performance, c'est une plateforme qui est plutôt destinée aux jeunes adultes. Ces personnes-là n'ont pas forcément les moyens de s'équiper d'un téléphone dernier cri. C'est vraiment très important qu'ils aient accès à la plateforme et qu'ils ne soient pas discriminés par leur téléphone. Donc ça, c'était une mission qui m'intéressait, pouvoir faire en sorte que le plus d'utilisateurs aient accès à la plateforme. Techniquement, c'est un challenge. On se fixe des objectifs. Depuis que je suis là, on les atteint. Et puis on a des belles perspectives de croissance. Donc je suis encore là. Donc voilà pour ce nouvel épisode de la série Une journée avec un dev chez Yubo. Donc on voit bien que de par les différentes fonctionnalités qu'ils développent et les valeurs, notamment la safety qu'ils mettent en avant, ça implique pas mal de challenges techniques pour les développeurs, ce qui rend le métier encore plus intéressant. Si vous avez envie de tester l'application ou même de rejoindre les équipes de Yubo en tant que développeur, n'hésitez pas à checker les liens dans la description. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains. Et dites-moi en commentaire dans quelle entreprise on pourrait aller pour les prochains épisodes. Et en attendant, nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.